with us to the French accent, you know. Alors, je ne sais pas, là, comme je ne peux pas tout monitorer, ça va être compliqué. Il est où mon téléphone pour que je puisse monitorer avec mon téléphone? Elle n'est pas en plein écran chez vous? OK. Est-ce que je peux avoir mon téléphone, si vous le voyez là-bas? Alors, check si tu m'entends bien. Alors, pour les participants, welcome back. Comme la dernière fois, je suis disponible pour les questions aux start-upers du bootcamp sur WhatsApp. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'on a changé de tech. Je suis passé sur l'audio de la caméra. C'est bon? C'est propre? Il n'y a pas trop d'écho? Ok, très bien, nickel. Ok, so, qui est avec nous? Je vais voir la liste des téléspectateurs. Donc, il y a Esma qui est là, Fatma Zahra qui est là, Ismaël qui est là, Narjas qui est là, Nusret qui est là, Nour qui est là, Abbas qui est là et Sosun qui est là. Oui, Sofiane? Ok, vous commencez. Alors, est-ce que vous m'entendez comme ça? Avec le moyen? Ok, très bien. So, ouais, alors, on ne va pas parler, il est exactement 16h23. Je vais essayer d'aller assez straight to the point en à peu près 45 minutes. On va parler des outils stratégiques que vous devez apprendre pour mener à bien votre stratégie marketing, votre go-to-market, votre analyse concurrentielle et, in fine, votre positionnement sur le marché que vous allez choisir, que ce soit un marché de niche, en Ocean Blue, à l'ancienne, un marché en Ocean Red. À vous de choisir la stratégie que vous voulez, mais à un moment donné, vous allez choisir une stratégie et pour le faire, vous devez analyser avec des outils de l'analyse stratégique votre marché, vos concurrents et tout ce qui se passe autour de vous via ces outils autour de vous en termes de parties prenantes. Alors, je vais commencer par parler Strategy Tools. Donc, je recommence, rappelez-vous. On était parti par la logique où il fallait observer une problématique sur le marché, des gens qui vivent cette problématique, trouver une solution. Une fois cette solution développée sur la base du design thinking, vous allez commencer à prototyper sur votre MVP, le faire consommer par vos client persona, ajuster au fur et à mesure du temps dans une logique why not de Lean Startup. Et in fine, arriver à votre fameux product market fit où vous allez avoir un retour positif de vos personas qui vont dire OK, on a envie de l'acheter, ça coûte combien ou ça se vend où. À partir de là, vous allez comprendre que vous êtes passé à l'étape stratégie. Donc, vous allez commencer à tracer la politique stratégique de votre société. Et donc, du coup, c'est à partir de là que le business model Canva reprend ses droits. Donc, rappelez-vous, le business model Canva, cet outil du design de votre stratégie, va vous permettre de répondre à 3 grandes questions. Qu'est-ce que je fais pour produire ou pour faire la circuction de mon service ou de mon produit? Qu'est-ce que je fais pour le commercialiser, le vendre, le rendre disponible à mes clients? Et qu'est-ce que je produis, in fine, au milieu sur mon marché? Donc, le business model Canva, rappelez-vous aussi, il est fait de 9 blocs. Sur ces 9 blocs, je vous ai invité et nous vous invitons en général à commencer par le segment client, le segment client, pour aller vers votre offre de valeur. Une fois que vous avez défini votre client segment, votre offre de valeur, vous allez définir quelles sont les activités clés que vous menez dans votre entreprise, dans votre startup, quels sont les partenariats et les partenaires que vous allez développer ou que vous devez avoir, quelles sont les ressources clés, et toujours cette notion de clé, que vous allez utiliser pour arriver à produire et mettre votre produit ou votre service sur le marché, quelles sont votre stratégie de relation client, quels sont les canaux de distribution, comment vous allez distribuer votre
votre produit ou votre service. In fine, quelle est votre politique de pricing, c'est quoi votre stream revenu, comment vous allez faire entrer de l'argent, est-ce que vous allez vendre un abonnement, à l'unité, vendre de la technologie plus de la data, c'est quoi que vous vendez exactement dans votre produit, qu'est-ce qui génère de l'argent, de la publicité, etc. Et à la fin, bien évidemment, vous allez calculer tous les coûts, les main costs que vous allez avoir dans cette logique. Alors, toujours, on laisse le cost à la fin, parce que parfois, dans les stratégies de vente, dans votre stream revenu, le stream revenu génère des dépenses, par exemple la logique de je vends 1 pour 2, donc forcément vous allez avoir cette répartition des charges sur deux unités au lieu de une. Bon bref, donc voilà pourquoi il faut raisonner votre business model Canva dans ces étapes, parce que ça va vous permettre de structurer votre façon de réfléchir et de dessiner votre stratégie. OK. Mais maintenant, quand on dit, OK, j'ai mon business model Canva, c'est quoi les outils que je vais utiliser pour pouvoir, in fine, décider de la stratégie dans chaque bloc? Alors, on est en train de mettre les pieds maintenant dans le business plan, plus que dans le business model. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai dessiné, je suis obligé maintenant de détailler, de remplir, d'alimenter mon business model Canva. Et c'est là où vous allez passer au business model, au business plan. Mais pour faire ces passages, vous allez utiliser d'autres outils. Alors, il est vrai que pour les gens de la tech, généralement, ces outils sont nouveaux, ne sont pas connus. Et à partir de là, vous allez être amené à découvrir de nouveaux outils méthodologiques. Alors, c'est vraiment des outils méthodologiques. Ça veut dire ça organise votre façon de réfléchir. Ce n'est pas des outils extraordinaires, hein, comme je dis très souvent, ce n'est pas des intégrales triples, ne vous inquiétez pas, mais c'est une façon de faire, une façon de penser qui va vous permettre de structurer au début vos réflexes, parce que généralement, si vous êtes déjà dans l'observation, si vous êtes déjà dans le positionnement sur le marché, vous avez déjà ces réflexes, mais là, on va les standardiser de telle manière à ce qu'on puisse parler tous le même langage, qu'on puisse parler tous stratégie ensemble, qu'on puisse vous conseiller, que vous puissiez vous comprendre, que vous puissiez nous poser des questions et que nous puissions comprendre vos questions et vous puissiez répondre, mais aussi que vous puissiez présenter vos projets à des investisseurs potentiels qui, eux, ont des attentes de réponse dans votre pitch deck, qui doivent répondre à ces questions de stratégie. Donc voilà pourquoi vous devez connaître ces outils. Alors pour les personnes qui ont fait un peu de marketing et de management, ils doivent les connaître. Maintenant, l'idée, c'est de les utiliser. Pour ceux qui ont fait de la tech comme moi, à la base, nous, on n'est pas formés pour les connaître. Donc, passons. Alors, juste petite parenthèse, je partage avec vous un autre business model Canva qui s'appelle le Lean Business Model Canva. Le Lean Business Model Canva, comme vous le voyez à l'écran, c'est la même logique, il y a 9 blocs, sauf que ça intègre plus la notion de concurrence. Alors, si vous voyez de l'autre côté, vous avez la logique de Customer Segment, comme dans le business model Canva de Strategizer. Après, au milieu, vous avez la valeur proposition. Mais si vous voyez bien à l'intérieur de la case value proposition, vous avez de high level concept. C'est-à-dire que vraiment, c'est quoi votre super plus dans ce sujet? Alors, par exemple, si nous devions prendre un des projets que nous avons avec nous, par exemple Yamina ou Nudges, qui eux, dans leur high level concept, c'est qu'ils utilisent de la matière qui est ou conçue directement, qui n'existe pas naturellement comme ça dans la nature, ou vraiment c'est parti sur une matière qui est recyclée, à laquelle elle lui donne 2 secondes de vie. Donc ça peut être vraiment ce high level concept. Après, de l'autre côté où vous devez avoir par exemple les partenaires, dans ce cas de figure, vous avez le problème. Donc en fait, tout à fait à droite, vous avez le customer client, le segment des clients, pardon, et tout à fait à gauche, vous avez le problème. Et on zoome dans le problème pour essayer de voir aussi les existantes alternatives. Donc ça veut dire, est-ce qu'il existe sur le marché déjà des solutions alternatives que les gens utilisent pour régler leurs problèmes ou répondre à leurs besoins? Déjà, ça vous aide à focuser sur cette notion de concurrence. Après, vous allez avoir, au lieu d'avoir le bloc où il y a les key activities, vous avez les solutions, votre solution, comment elle fonctionne et comment fonctionne la solution. Derrière, vous allez avoir, au lieu des key ressources, on vous parle des KPI, des key indicateurs, les key performance indicators. Donc, comment vous allez mesurer l'évolution de votre projet? Alors, bien évidemment, le Lean Business Model Canva est forcément très proche des modèles de growth hacking, c'est-à-dire de l'évolution de vos chiffres. Et c'est pour ça que, à son essence, à sa base, rapidement, on vous parle des KPI.
De l'autre côté, on devrait parler par exemple des relations clients. Là, on ne parle pas des relations clients, mais on parle du unfair advantage. Quel est votre avantage concurrentiel sur le marché qui fait que vous allez gagner vos concurrents? Le canal de distribution, donc la distribution est maintenue. Et en bas, vous avez toujours le stream revenu et la cost structure comme pour le business model Canva classique de Strategizer. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ce business model Canva. Vous risquez de le croiser pour pas que vous soyez étonné. Et vous pouvez faire l'exercice de faire les deux. Ça vous permet de ne pas oublier de poser les bonnes questions et d'avancer correctement dans votre stratégie. Donc, ça, c'est le design thinking. L'idée de commencer par le design thinking, rappelez-vous, c'est pour vous focuser dès le début dans votre stratégie sur le client, donc être dans une position client-centrique. C'est-à-dire qu'au centre de votre entreprise, au centre de votre réflexion, au centre de la fabrication, de la conception de votre produit ou de votre service, le client est présent en permanence. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de collaborativité, de co-créativité, d'open innovation, etc., dans la logique où l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise pour concevoir le service ou le produit de l'entreprise dans sa logique d'open innovation ou de collaboration. Et c'est ça, en fait, l'objectif premier du design thinking, c'est de vous permettre de faire ça d'une façon naturelle et donc du coup de commencer votre fameux business model Canva par le segment client pour aller vers la valeur, par le problème pour aller vers la solution. Donc se focuser sur le problème, se focuser sur les gens qui vivent le problème. Donc ça, c'est vraiment un point stratégique où vous devez, dès le début, intégrer que vous devez commencer par aller vers le client. Donc, du coup, il vous faut un outil qui va vous permettre de ne pas vous tromper et de concevoir en permanence ça. Le design thinking aussi est un outil qui va vous permettre rapidement, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, il va vous permettre rapidement d'atteindre le product market fit. Vous allez être certain, bien évidemment, il y a toujours une marge d'erreur, mais vous allez être plus ou moins rassuré et beaucoup plus serein sur la mise en place, la mise sur le marché de votre produit ou votre service, car vous avez conçu ce produit, ce service avec l'accompagnement de vos consommateurs. Et donc, du coup, dès le début, vous rassurez, vous assurez que vraiment, il va y avoir une personne qui va acheter votre produit. L'erreur fatale, généralement commise. Produire quelque chose qui n'est pas demandé, qui ne va jamais être acheté. Donc, c'est pour ça que le design thinking va répondre à ces deux problématiques, être client-centric, ou aujourd'hui, je dirais même human-centric, et deuxièmement, être dans une logique de product market fit. Alors, deuxième outil qui est très connu, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est un outil qui vous permet de structurer votre façon de penser. C'est que vous allez commencer, OK, au début on est à l'intérieur de l'entreprise et là vous allez commencer à analyser ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et pour pouvoir évaluer ce qui se passe à l'extérieur de votre entreprise, vous allez vous poser la question de dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'environnement de mon entreprise? Qu'est-ce qui se passe en termes de loi? Qu'est-ce qui se passe en termes de recrutement, comme disait hier Monia? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous pouvez vous poser la question en mode qu'est-ce qui se passe? Et bien, j'analyse à peu près comme ça. Ou vous pouvez essayer de structurer votre façon de raisonner. Et un des outils qui existent, je dis bien un des outils, mais le plus connu, le plus utilisé, ça reste Pestel. Alors, Pestel, ça veut dire quoi? C'est P-E-S-T-L-E, comme vous le voyez à l'écran. Donc, vous avez le P pour politique, le E pour économique, le S pour social, le T pour technologique, le L pour légal et le E pour environnement. Ça dépend. Déjà, vous allez dire, OK, mon projet, mon produit, mon service va se passer sur ce marché, sur cette région, sur ce continent, sur cette localité, sur cette wilaya, sur cette ville. Vous allez choisir une zone où vous allez commencer à travailler. OK. Une fois que vous allez commencer à travailler sur cette zone, des questions vont se poser. Type, quel est le climat politique de ce pays? Est-ce que la politique du pays encourage le lancement de projets dans les énergies renouvelables? Économiquement, vous allez vous poser des questions. Est-ce que le PIB, le pouvoir d'achat du pays est au rendez-vous? Ou quels sont les comportements des consommateurs vis-à-vis de l'économie qui vous permettraient de vous positionner et intégrer ça dans la conception de votre stratégie? Socialement, qu'est-ce qui se passe? Comment la société, elle ressemble à quoi? Socialement, elle est structurée comment? Elle fonctionne comment? Pour essayer d'intégrer ça aussi dans votre stratégie. Les technologies existantes dans la société. Alors ça, c'est un truc très simple à comprendre. Donc, une fois, c'est par exemple le taux de pénétration d'Internet. Donc, beaucoup de gens peuvent se poser la question en disant, moi, je suis sur le digital ou dans mes canaux
distribution et du digital. Et forcément, à ce moment-là, la technologie du digital, donc la technologie d'Internet, devient importante pour vous parce qu'elle est sur le chemin critique de votre distribution. Et à ce moment-là, vous devez veiller à analyser l'aspect technologique de où vous allez mettre les pieds, parce que sinon, vous êtes en train de faire une erreur stratégique en pensant que ça allait fonctionner, mais au final, ça ne fonctionne pas. Le côté légal, ça j'en parlais avec Smaïl par exemple, c'est surtout sur des sujets aujourd'hui qui ont un trait à la data, mais pas que. Avec moi, là, aussi, on a eu le sujet du légal. Alors, je ne parle pas de la propriété intellectuelle, je ne parle pas des brevets, mais vraiment, je parle du côté légal au sens loi qui réglemente le métier sur lequel vous allez vous positionner. Par exemple, Smaïl qui peut être dans le medical, même Fatma Zahra qui aussi va être dans le medical, vous devez veiller à analyser le cadre légal. Par exemple, ça c'est un très bon exemple médical en Algérie, puisque la réglementation n'existe pas. Il y a eu beaucoup de ratés à cause du Covid, il y a beaucoup de laisser-faire à cause du Covid, et aujourd'hui on a l'impression que c'est faisable, c'est normal. Alors aujourd'hui c'est pas faisable, c'est pas normal, parce que le cadre légal n'existe pas, et du coup il faut faire très attention sur ce sujet. D'autres applicatifs qu'on peut voir, ou d'autres solutions qu'on peut voir, font appel aussi à l'utilisation de ressources telles que la data qui ne devraient pas l'être ou dont l'autorisation n'est pas donnée. Donc la réglementation aussi peut tomber. Sans parler d'autres problématiques, type je veux faire des levées de fonds et ma levée de fonds est assujettie à un investisseur étranger. Et cet investisseur étranger, pour venir injecter ça en Algérie, ben, aujourd'hui, la réglementation n'est pas super favorable à ça. Donc, un des outils pour analyser le côté légal aujourd'hui, ou même le PSL au sens large, c'est le Doing Business. Vous pouvez télécharger le Doing Business qui sort chaque année. Et ça vous permet de voir le positionnement de l'Algérie, mais voir aussi les indicateurs qui vous permettent d'analyser. Et vous allez avoir vraiment de la matière pour voir les marchés les plus opportuns et les plus intéressants. Alors, bien évidemment, le Doing Business, aujourd'hui, il a été remis en cause à cause d'erreurs qui ont été faites, puisque c'est une étude mondiale, mais je veux dire que c'est une base d'informations assez intéressante qui vous permet d'ores et déjà de tracer une stratégie. Donc, vous n'êtes pas, vous, l'État, pour essayer de dire ah c'est des données qui sont fake. Si la donnée est à 80% juste, parce qu'eux parlent de 20% de fake, elle vous suffit amplement pour commencer à tracer la stratégie de votre startup. Parce que dans un monde où la data est très importante, donc toute source de data, vous devez la prendre bien évidemment avec pincette, en faisant attention à ce que ça ne soit pas fake, mais surtout apprendre à les corréler, à les faire parler pour le besoin de votre startup. Et dernier, c'est l'environnement, dans le sens environnement, au sens sociétal, au sens responsabilité. Et là, vous allez aussi à évaluer l'environnement où vous allez lancer votre startup. Deuxième outil, aussi très connu et très simple, mais qui vous permet de faire une analyse très intéressante, c'est la fameuse chaîne de valeur globale de Michael Porter. Donc, c'est un outil qui a été inventé vers les années 80 par le fameux Michael Porter. Et cet outil est très simple. Alors, Michael Porter, c'est dans la fameuse stratégie Ocean Red. Vraiment, c'est dans la guerre entre les concurrents. C'est à qui tuera l'autre concurrent. Aujourd'hui, bien évidemment, les mindsets ont changé, mais les outils sont toujours utiles. Alors, la chaîne de valeur de Michael Porter, la chaîne globale de Michael Porter, en fait, imaginez-la vraiment comme une chaîne, une succession de maillons d'une chaîne. Et en fait, chaque maillon de la chaîne, c'est un élément qui va participer à la production ou à une industrie. Alors, je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai ce téléphone dans la main, il y a toute une industrie qui a participé à la production de ce téléphone et ça démarre vraiment au niveau des mines où on a les matières premières pour fabriquer les semi-conducteurs, pour extraire les matériaux nobles, rares, qui sont dans l'électronique ou dans les écrans de nos téléphones. Et bien évidemment, cette matière première doit être transportée, traitée, analysée. Elle va rentrer dans une usine. Dans cette usine, elle va être transformée. Bien évidemment, on va avoir aussi à partir de là aussi le besoin de fabriquer la coque, une partie qui est en métal, une partie qui est en plastique. Donc ça, on va faire appel à la pétrochimie qui va nous envoyer du granulé, qui va être transformé par injection. Et au fil et à mesure du temps, vous allez voir que plein d'entreprises différentes vont s'intercaler les unes aux autres. Et le input d'une, c'est le output d'une autre, de telle manière à ce qu'à la fois, on ait ce produit dans les mains. Et en fait, vous allez voir rapidement que vous avez une chaîne de valeur qui est horizontale et une chaîne de valeur qui est verticale. Et l'exercice de la chaîne de valeur est très important pour vous pour choisir qui vous êtes sur cette chaîne de valeur.
quand je dis qui vous êtes, c'est-à-dire quel maillon vous décidez d'être dans la chaîne de valeur. Quel est votre positionnement sur la chaîne de valeur globale? Où il y a de la place pour votre produit. Par exemple, j'en parlais hier avec Ismaël, qui lui voulait être vraiment dans l'applicatif jusqu'au niveau du cabinet médical. Et je lui disais, remonte un peu en arrière sur la chaîne de valeur globale. Et au lieu d'être la solution complète, tu vas être dans une solution technologique qui va être consommée par les applicatifs et les solutions qui, elles, sont consommées par les médecins. Donc, tu vas te positionner en B2B, mais tu es remonté d'un pas dans la chaîne de valeur. Et par l'utilisation du big data, de l'intelligence artificielle, donc tu es dans une période perpendiculaire, puisqu'aujourd'hui le big data et l'intelligence artificielle et l'algorithme que tu es en train de développer pourraient être utilisés et consommés par d'autres métiers, par d'autres fils, par d'autres industries. Donc, c'est ce qui te permet de décider de te positionner sur la chaîne de valeur du médical, gestion par cloud, à un endroit qui s'appelle moi, je suis la solution qui sait faire ci et ça et ça. Mais en même temps, comme moi, je suis perpendiculaire à cette chaîne de valeur, parce que par ma technologie, je peux alimenter peut-être le monde de l'industrie dans le monde de la maintenance ou des choses comme ça. La même chose pour Zola, qui travaille sur un algorithme. Donc voilà la chaîne de valeur de Michael Porter. Michael Porter, encore une fois, est très connu pour son deuxième outil d'analyse concurrentielle, maintenant, de stratégie. C'est comment mesurer le niveau de concurrence sur le marché. Alors, avant, c'était les 5 forces de Michael Porter, et aujourd'hui, c'est connu pour être les fameuses 5 forces plus 1 de Michael Porter. Et le plus 1, comme vous le voyez à l'écran, c'est la carte de l'Algérie, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir, c'est l'État, c'est l'État. Parce qu'en fait, il a fallu beaucoup de temps à Michael Porter pour comprendre ça. Bon, on ne va pas refaire la théorie ou critiquer Michael Porter, mais on s'en fout. C'est très important pour vous de comprendre ça. Alors, Michael Porter va vous permettre de régler un grand problème que généralement les start-upers, alors pour l'Algérie, je vais parler c'est de dire je suis le premier ou j'ai jamais, je suis le premier, c'est une innovation, c'est bio-pur, il n'y a pas de concurrent et tout ça. Si vous utilisez correctement la mesure des 5 forces plus 1 de Michael Porter de votre niveau de concurrence sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours une concurrence quelque part. Alors, l'outil commence à premier niveau, c'est de dire, OK, mon concurrent, c'est une personne qui fait exactement ce que je fais, à quelques différences, et dans le même marché. C'est-à-dire que j'en ai en Algérie, et notre marché, c'est l'Algérie, on a le même produit qui règle les mêmes problèmes, à quelques variantes près. Là, c'est vraiment un concurrent direct. Deuxième niveau de concurrent que Michael Porter propose, en fait de concurrence, où on peut être concurrent avec nos compétiteurs, c'est notre façon de négocier. Alors, vous avez deux niveaux de négociation. Est-ce que vous êtes un bon acheteur ou est-ce que vous êtes un bon vendeur? Donc, c'est les deux niveaux 1, 2 et 3 sur les 5 forces de Michael Porter qui disent est-ce que j'ai des équipes de sales qui savent vendre tout et n'importe quoi? Et est-ce que j'ai des équipes d'acheteurs qui savent négocier ce qu'il me faut au meilleur prix? Parce que vous imaginez bien que si vous avez un compétiteur au même niveau, des compétiteurs au même niveau, vous allez consommer la même matière première ou les mêmes inputs. Même technologique, hein, pas que de la matière première rare. Et à ce moment-là, si moi, dans mon équipe, j'ai des sales, du procurement, des acheteurs qui sont très bons dans la négociation et que j'ai des stratégies de négociation qui sont très intéressantes, que je peux utiliser pour faire un levier de négociation avec les suppliers, les vendeurs, les entreprises, mes prestataires, mes sous-traitants, vous imaginez bien que moi, je pourrais acheter moins cher que mes compétiteurs, ou je pourrais acheter tout d'un coup et je laisse rien à mes compétiteurs. Et donc, ma force de négociation à ce moment-là devient un atout pour moi et je peux faire du mal à mes concurrents. Vice-versa, quand on est sur le marché, imaginons qu'il n'y a pas de concurrence sur la matière première, il y a un monopole de quelqu'un et donc tout le monde achète chez lui au prix et on ne peut pas négocier. Dans ce cas de figure, la seule capacité qui nous reste, c'est notre force de négociation côté vente, c'est-à-dire notre sales force, notre force, notre power dans la commercialisation,
elle est tellement forte, elle est tellement structurée, elle a une stratégie très intéressante qui nous permet de nous distinguer de nos concurrents et de pouvoir vendre où eux, ils ne peuvent pas vendre ou vendre avant que eux puissent vendre. La fameuse logique de time to market et de go to market, le plus vite qui est sur le marché, qui surtout quand on a les mêmes offres, les mêmes choses, les mêmes conditions, le même environnement, c'est qui arrivera plus vite et grattera les parts de marché et fidélisera les clients et ne laissera plus ses clients aller vers le concurrent ou essaiera de réduire ce churn dans le temps. Quatrième concurrent, maintenant c'est vraiment des gens comme moi, ils font exactement ce que je fais, mais ils ne sont pas encore sur le marché en Algérie. Par exemple, ils sont au Maroc, en France, en Tunisie, au Sénégal, aux États-Unis, je ne sais pas où ils sont. Donc, il suffirait que la barrière à l'entrée, et c'est la fameuse expression que vous entendez, les barrières à l'entrée, autant légales. Par exemple, hier, Noël parlait des barrières à l'entrée, elle posait la question sur la fameuse loi 51-49 qui a été abrogée, donc elle n'a plus de sens, sauf pour quelques industries stratégiques. Et du coup, aujourd'hui, le 51-49 qui était vu par beaucoup comme une tare, et c'est vrai, hein, ça a fait beaucoup de problèmes sur beaucoup d'industries et beaucoup de projets, mais quelque part aussi, c'est une barrière à l'entrée. Le fait qu'il y ait un 51-49, il se peut que ce soit une des causes que Uber, que Carim ait mis, qui ne se soit pas installé, qui a mis du temps à s'installer en Algérie et qui ont laissé de l'espace à des startups algériennes comme Yassir, comme Tumtum, comme Carosa, comme Mostani et compagnie, de se positionner sur le marché et commencer à gratter des parts de marché. Parce que si au début, les grands de ce domaine comme Uber et compagnie seraient installés en Algérie, il aurait été très, très, très difficile de rattraper le retard sur les prises de parts de marché. Donc à ce moment-là, le fameux 51-49 était quelque part une barrière à l'entrée puisque nos start-upers algériens ont pu contourner, ont pu utiliser cette norme de 51-49 à leur avantage le temps que les choses s'organisent. Or qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Par exemple, sur un marché comme le digital, vous pouvez lancer une start-up avec un partenaire étranger qui tiendra, imaginons 90% des parts et vous ne détiendrez que 10%. Alors, c'est vrai que le côté légal, il y a encore une barrière à l'entrée, c'est le fait que le rapatriement des dividendes, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne ici, pour le rapatrier dans un pays, c'est super compliqué. Ce qui fait qu'il y a encore, là, ce n'est pas une barrière à l'entrée, mais on peut le voir aussi comme barrière à l'entrée, qui complique ces relations avec des startups à l'international. Et donc, du coup, ces barrières à l'entrée font en sorte que mes concurrents qui me ressemblent, qui sont à l'extérieur de nos frontières, ne sont pas encore entrés. Donc, dans votre analyse, vous devez les connaître, ces barrières à l'entrée, et vous devez les surveiller très sérieusement et surveiller vos concurrents qui font la même chose que vous en Algérie et faire de la veille pour savoir est-ce qu'ils veulent rentrer au pays et voir à quel moment ces barrières risquent de tomber pour envisager des actions qui vous permettront de vous défendre. Donc ça, c'est vraiment les entrants potentiels. Hein, c'est vos concurrents entrants potentiels qui se cachent. Cinquième point, c'est les fameux produits de substitution. Alors, généralement, si vous êtes une start-up disruptive, vous allez être quelque part un produit de substitution à quelque chose. Ou sinon, quand vous arrivez, le marché vraiment n'existe pas, c'est vraiment une rupture, une vraie disruption. À ce moment-là, vous êtes dans une logique où le marché n'existe pas. Alors, cette logique où le marché n'existe pas, avec la théorie, enfin l'outil de Michael Porter de 5 force plus 1, vous pouvez quand même observer un marché, puisque la substitution existe. Dès le moment où vous avez des gens qui ont un besoin ou un problème, ils ont déjà un produit de substitution qui fait le job. Parfois, c'est des produits de substitution qui s'amalgament pour régler le problème. Alors, aujourd'hui, rappelez-vous que dans le changement stratégique, et c'est pour ça que je ne suis pas dans une logique de marketing proactif, dans le changement stratégique, vous avez aujourd'hui la logique qui fait qu'on répond à une demande voulue par les gens et on se cale à ça. On n'essaie pas de faire du marketing proactif dans le sens où on pousse les gens à consommer des choses qu'on ne fait pas. Alors ça, c'est de l'éthique, ça c'est la stratégie nouvelle des entreprises à cause du Web 2.0. Ça peut changer encore, mais éthiquement, c'est plus respectable de rester dans cette logique où, en fait, je ne cherche pas à forcer la main des gens à consommer des choses qu'ils ne devraient pas consommer. Je cherche à répondre à un vrai besoin ou à un vrai problème qu'ils ont. Alors parfois les gens ont un problème, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont le problème. Dans ce cas de figure, il faut les aider à comprendre leur problème ou leur donner la solution, ils vont la consommer. Donc vous, quand vous allez vous positionner sur un marché, vous avez forcément ces produits
substitution qui sont de la concurrence pour vous. Le plus 1, c'est l'État. Donc, l'État, vous savez, avec le Jazer, c'est l'État. L'État, vous devez rentrer un matin, et d'un seul coup, faire une loi nouvelle et ça casse tout votre business, ça vous bloque. Donc, c'est pour ça que dans cette logique, vous devez intégrer dans votre raisonnement l'État. Alors, un outil que vous connaissez, je pense, et qui revient très très souvent, c'est le SWOT. Alors, ce qui est intéressant avec le SWOT, c'est le premier outil que vous avez qui fait intégrer l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise. Puisque le SWOT, vous allez mesurer le SWOT pour les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Les forces et faiblesses, je traduis dans ma tête, les forces et faiblesses, c'est à l'intérieur de votre entreprise. Quelles sont nos forces et nos faiblesses dans notre projet, dans notre startup, et quelles sont les menaces et les opportunités qui existent dans l'environnement extérieur de notre startup. Alors l'objectif est très simple, c'est d'essayer de voir des faiblesses, comment les transformer en force, ou des forces, comment les dupliquer encore plus. Les opportunités, forcément, c'est transformer des menaces en opportunités. Donc, toute menace que vous allez voir, l'objectif, c'est de la contourner au début, peut-être, mais c'est surtout de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de la transformer en une opportunité et en faire un avantage concurrentiel. Parce que si cette menace, elle est sur nous tous et que vous arrivez à trouver le moyen de la contourner et en plus d'en faire un avantage, banco, vous venez de développer votre enter advantage. Après, il y a le fameux marketing que vous connaissez ou pas, mais qui est un classique aujourd'hui, c'est les fameux 4P. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais aller dans la version aujourd'hui des 4P à l'ère du digital. Quand vous parlez de marketing à l'ère du digital, forcément, il y a eu un changement majeur dans le marketing mixte, qu'on pourrait résumer avec les 4C. Alors, avant de parler des 4C, revenons aux 4P. Qu'est-ce que les 4P? Alors, ce qui est génial dans le business model Canva, les 4P sont diffusés dans tout votre business model Canva. Donc, sans le savoir, vous êtes en train de les utiliser. Les 4 P, c'est pour 4 fois P. Le premier P, c'est pour le produit. Le deuxième P, c'est pour le prix. Le troisième P, c'est pour le place. Et le quatrième P, c'est pour le promotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un produit ou un service. Ce produit ou ce service, il a un prix. Ce produit qui a un prix, je veux le vendre sur un marché. Ce marché, c'est le place. C'est là-bas où il y a la distribution, c'est là-bas où il y a le merchandising, etc. Une fois que j'ai un produit avec un prix qui se vend sur un marché, donc je suis capable de le mettre sur le marché, il devient accessible. À ce moment, la question qui se pose, c'est comment faire pour que les gens savent que j'existe, savent où je suis et me consomment. Et c'est là la promotion, s'il y a publicité, public relation, etc., etc. Donc, ça, c'est la logique des 4P et c'est avec ça qu'on fait la stratégie du marketing opérationnel. Et on part sur la logique de j'ai un produit, j'ai son prix, j'ai sa place et j'ai sa promotion. Alors, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais donner, comme Coca-Cola avec son exemple du New Coke dans les années 80, qui est très très intéressant. Alors, je pense que j'ai déjà fait un talk sur ça et qui est disponible sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je vous l'enverrai, vous pourrez le revoir à tête reposée si vous voulez aller plus loin sur la logique des 4P. Mais ce qui m'intéresse, c'est le passage des 4P aux 4C. Donc, des 4P qui sont Product, Price, Place and Promotion. Aujourd'hui, c'est devenu les 4C. Au lieu de dire aujourd'hui de product, le produit, on parle du consumer, le consommateur, l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne se focus plus sur le produit, mais on se focus sur le consommateur, sur le client. Avant, on disait de place, la place, la distribution, où ça se passe. Aujourd'hui, on parle de la convenience. Ça veut dire quelle est la difficulté qu'a mon consommateur d'avoir accès à mon produit. Comment je peux faire pour que mon produit soit accessible? Par exemple, les fameuses comment on appelle ça, poupillettes, tapoupit de Notches. Les tapoupit de Notches, imaginons ça va faire un tabac. Et l'idée, c'est comment faire pour que cette poupilla soit accessible à un maximum de gens. Et là, si Notches dit, moi, je suis sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, ils commandent, après, je leur livre, bah, il faut un virement CCP ou quelque chose comme ça, bah, on voit que le produit n'est pas facilement accessible. Et du coup,
dans la stratégie de rendre ça plus accessible, donc dans sa stratégie de convenience, elle va essayer de développer des moyens, des partenariats pour rendre ça plus proche, plus facile d'accès, plus facile d'achat, plus facile de paiement à ses consommateurs. Le troisième P qui est promotion est devenu communication. La promotion, c'est de la pub, pas de la communication. Comme d'habitude, vous voyez une pub, avant le web 2.0 surtout, vous voyez la pub, vous pouvez faire toutes les remarques que vous voulez, tous les commentaires que vous voulez, mais la pub ne peut pas vous répondre. Or, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dès qu'une marque publie un commentaire ou une image vidéo, vous êtes capable de faire des commentaires et vous êtes capable d'être très nombreux à faire des commentaires, tellement vous êtes nombreux que vous poussez la marque à réagir et à engager la discussion avec vous et à faire de la communication. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ce changement majeur dans le 4P, donc dans le marketing mix, en disant OK, il ne faut plus faire de la promotion dans un sens, mais vraiment de la communication, c'est-à-dire un échange entre nous et notre consommateur. Et c'est à partir de là qu'on a remis sur la table la communication. Et le quatrième P, qui est le prix. Aujourd'hui, on ne parle plus de prix, mais on parle de coût. C'est-à-dire, ce n'est pas le prix que je voudrais vendre, mais c'est quoi le coût acceptable dans les dépenses de mon consommateur? Quelle est la marge qu'il est capable de mettre dans mon produit? Comment je pourrais dégrader mon produit pour qu'il soit accessible au grand nombre? Donc, aujourd'hui, beaucoup de stratégies et beaucoup de théories sont autour de ça. Si vous voulez vous enrichir, offrez aux pauvres accès à des biens. Donc, sachant que les pauvres sont les plus nombreux. Donc, si vous êtes dans cette logique, vous allez dire, OK, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui a un pouvoir d'achat très bas, comment je pourrais lui donner accès à du linge de bonne qualité, accès à de la nourriture de très bonne qualité, à du soin, au transport, au logement, à l'éducation. Vous allez pouvoir répondre à plein, à l'amusement, au gaming. C'est une personne qui consomme de tout et cette personne, c'est son pouvoir d'achat qui a limité son vouloir de consommer. Et l'idée, c'est de dire comment je pourrais aujourd'hui dégrader mon produit, non pas forcément en termes de qualité, mais en termes d'accès de cost, pour lui permettre d'acheter mon produit. Alors, quand vous allez commencer à analyser votre marché, forcément, vous avez une logique de segment, donc de part de marché. Alors, pour vous aider dans cette logique, généralement, un marché, quand on commence à l'analyser, une fois que vous avez la part de votre marché adressable, vous allez décider du nombre de personnes que vous voulez toucher. Quel est le pourcentage sur le 100% de la part adressable que vous voulez avoir? Alors, il y a cette courbe qui s'appelle la courbe d'adoption d'une innovation, qui vient de la technologie qui a été adoptée dans le marketing et qui permet en fait de reconnaître les gens dans le marché selon les pourcentages, en parenthèse, de consommation. Donc, selon les parts de marché que vous allez avoir, vous allez plus ou moins savoir à qui vous êtes en train de vous adresser sur le marché. Le marché est fait de personnes qui sont définies initialement comme des innovateurs. Les innovateurs sont des gens curieux qui veulent acheter des choses pour les redemander, tester et ils ne vont jamais racheter parce qu'ils sont dans le logique d'apprentissage de tête de do it yourself. Juste après eux, ils sont à peu près de l'ordre de 2,5%. Juste après eux, nous avons la fameuse tranche la plus intéressante qui sont les early adopters. Les early adopters, c'est eux les influenceurs. Les early adopters, c'est des personnes qui vivent le problème, qui ont le besoin, qui sont conscients de ce problème et de ce besoin, qui cherchent des solutions, qui utilisent déjà de la substitution, qui utilisent tellement de solutions alternatives qu'ils ont développé un savoir et une compétence assez poussée pour leur permettre de comprendre quelle est la solution qu'ils veulent. Et si votre produit, quand il se met sur le marché, est détecté par ces personnes et eux seront capables de dire c'est ça le produit qu'il nous faut. Et eux vont avoir cette capacité de faire un achat massif de la early adopter, qui sont à peu près de 13,5 à 14% des parts de marché. Et bien, une fois que les early adopters commencent à consommer ça, vous avez la early majorité qui va être influencée par les early adopters et qui va tomber. Et si vous managez bien, vous pouvez atteindre les 50% des parts de marché de votre adressable market très vite. Et ça vous permet de réengager en mettant sur le marché d'autres services, d'autres features, d'autres options, d'autres fonctionnalités dans une logique de continuous delivery, un peu dans du DevOps. Pour pouvoir en permanence vous distinguer de votre concurrence qui va être là à vous attaquer en permanence. Alors, un autre outil, je crois que c'est le dernier, qui est très intéressant, qui vous permet de choisir comment vous allez vous positionner par rapport à votre concurrence.
dans ce cas de figure, prenons l'exemple que j'ai partagé ici, qui est l'exemple de Netflix. Alors, imaginez, vous êtes une startup qui veut lancer un nouveau produit de VOD et vous voulez vous positionner par rapport à vos concurrents sur le marché. Et vous dites, mes concurrents, c'est Netflix, c'est le piratage, c'est anciennement le disque, c'est les sites de VOD comme YouTube, mais aussi comme les sites pirates de VOD. Et là, vous allez aller vers les gens pour essayer de détecter qu'est-ce qui fait que les gens choisissent un produit, enfin une offre d'une autre pour le même produit. Qu'est-ce qui leur fait qu'ils choisissent Netflix du piratage ou de YouTube? Qu'est-ce qui fait qu'il leur permet comment dire, arbitrer sur le choix qu'ils vont faire? Quels sont les critères de sélection qu'ils ont quand ils vont consommer de la vidéo sur Internet, du streaming? Et en fait, vous allez lancer un questionnaire. Là, c'est une étude de marché très quantitative. Et vous allez dire, OK, toi, est-ce que tu consommes de la vidéo sur Internet en streaming? Oui. Qu'est-ce que tu consommes en priorité? Il va dire Netflix, il va dire de la VOD, il va dire YouTube, je ne sais pas. Et après la question, vous allez me dire, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu choisisses ça à ça? Et il va donner 1, 2, 3, 4 critères. En fait, l'idée, c'est que ça ne soit pas trivial. Il vous faut à peu près 5 critères et il ne faut pas que ça dépasse la quinzaine de critères parce que sinon, après, ça devient cognitivement ingérant. Et en fait, chaque personne va vous donner des critères et vous allez essayer de faire un nuage de points pour voir les critères qui se répètent le plus. Et imaginons, au bout de 300 personnes que vous allez interviewer, vous allez avoir 5 critères qui vont revenir très souvent, qui sont le prix moyen mensuel, la facilité d'acquisition, la diversité du contenu, l'expérience utilisateur, la qualité de la vidéo et la durabilité ou l'obsolescence du produit. Une fois que vous allez sortir, par exemple, là j'en ai mis 6, une fois que vous allez sortir ces 6 critères de sélection, vous allez refaire une deuxième étude de marché, essayons d'aller au maximum de personnes. Alors, une étude de marché, si vous le faites en face-to-face, en quantitatif, à partir de 600 personnes, vous avez des résultats très, très, très bons. Et là, en fait, la question, elle est très simple. Vous allez reposer la question en disant, quelle est la marque que vous utilisez ou la solution que vous utilisez pour avoir des solutions en streaming? OK, il va dire. Et vous allez dire, Netflix, selon toi, si tu utilises Netflix, sur une échelle de 0 à 10, où 0 c'est catastrophique et 10 c'est top. Que dirais-tu du prix moyen mensuel de Netflix? Est-ce que tu lui donnes un 0? Est-ce que tu lui donnes un 10? Et qu'est-ce que tu lui donnes comme note? Et en fait, la personne va dire par exemple 7, et une autre va dire 6, et une autre va dire 5. Et vous allez questionner les gens comme ça, au fur et à mesure, sur les différents critères. Et vous allez moyenner les réponses des différentes personnes sur les différents critères. Et vous allez avoir pour Netflix une courbe, pour le piratage, une courbe, etc. Et en fait, sur chaque point, comme vous le voyez à l'écran, vous êtes capable de décider, vous, par rapport à Netflix et la concurrence, où vous allez vous positionner par rapport au prix moyen mensuel, vous allez vous positionner par rapport à la facilité d'acquisition, etc., etc. Parce que vous avez choisi de voir comme concurrent Netflix ou la VOD ou je ne sais pas. Et c'est à partir de là que quand vous allez développer aussi votre technologie, votre solution, votre business model, il va intégrer cette stratégie en disant, moi, ça ne sert à rien pour moi au début d'avoir un prix de vente mensuel moyen bas, parce que le plus important pour les gens, c'est la qualité de la vidéo. Donc, il faut que je me focalise sur la technologie, comment optimiser mes codecs, comment avoir de la bande passante top dans mes serveurs, etc., etc. Ou peut-être les gens vont dire, ah non, parce que moi, je veux de la diversité de contenu. Et vous allez dire, ah voilà, je vais faire en sorte d'avoir du contenu top, 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 mais la qualité et le prix, ça ne va pas être au top au début, mais je vais avoir tellement de contenu que les gens vont venir sur moi juste à cause du contenu que j'ai. Donc vous allez choisir comment vous allez vous positionner par rapport à la concurrence. Donc voilà, grosso modo, c'est les outils que vous devez connaître dans la stratégie. Je sais que j'ai été très, très, très vite. Mais c'est l'objectif, c'est de juste vous donner une vision sur les outils qu'on utilise et qui vous permettront de dessiner votre stratégie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Alors, je ne suis pas en train de voir. Non, est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui.
Là, je n'ai pas encore reçu les questions. Donc, si vous pouvez poser juste les questions en bas. D'autres, d'accord. Là, j'étais trop vite. Je pense. Comme dirait une amie intime, Farah, que je salue, on ne sait jamais si elle nous écoute, elle nous dit, quand tu vas vite comme ça, et c'est de haut niveau, on appelle ça du vomi intellectuel. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais juste faire une petite aparté. Et là, il faut que je m'assoie pour pouvoir utiliser le whiteboard. Ah. Je prends juste la caméra. OK. Alors, si maintenant, je vous parle de pricing. Alors, le pricing, si tout à l'heure ça a été dit, le pricing, ça va être pire. Alors, comment faire son pricing? Parce que ça, c'est une très grande question qui peut revenir très souvent et on ne sait pas comment le faire. Alors, je vais m'amuser à le faire avec le projet. Le pourcentage sur la courbe d'adoption sont fixes. Alors, il y en a qui dit le pourcentage sur la courbe d'adoption sont-ils fixes? Alors, c'est une norme, c'est une courbe qui est plus ou moins utilisée par tout le monde et qui fait que ces pourcentages sont plus ou moins les mêmes selon les métiers, selon les comportements. Parce qu'en fait, c'est une analyse qui a été faite sur beaucoup de produits, de services, de métiers. Et au final, le comportement est grosso modo le même et les gens sont à peu près les mêmes. Alors, bien évidemment, ça devient intéressant, les statistiques, enfin les parts de marché que j'ai données sur la courbe de tout à l'heure. Imaginez si votre marché primaire, quand vous êtes un Américain aux États-Unis, il est de 400 millions de personnes, ou presque 400 millions de personnes, j'exagère un peu, et que sur les 400 millions de personnes que vous adressez, les gens que vous adressez sont 100 millions de personnes, vous imaginez bien que les 2% des personnes qui achètent juste pour tester, c'est 2 millions de personnes. Donc, à cette échelle, même les inventeurs qui ne sont pas vos clients, dont vous n'avez pas besoin de vous soucier plus que ça, enfin, ça devient un marché sérieux. Quand vous avez 2 millions de personnes qui peuvent consommer votre produit, à ce moment-là, ben, forcément, ça vous permet de lever des fonds, ça vous permet de faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous voyez ce que vous voyez. Hein. Donc, quand vous avez un grand marché, forcément, ça vous permet de faire des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'en Algérie, quand on parle de start-up, je suis quelqu'un qui est très sceptique parce que je dis, OK, on a les capacités, on a l'intelligence, on peut avoir les idées, on peut avoir le développement. On n'a pas forcément encore le financement. Mais surtout, nous n'avons pas le marché. Et aujourd'hui, le marché pour avoir accès, il faut que vous ayez aujourd'hui des barrières à l'entrée qui tombent sur les marchés internationaux, mais aussi que vous ayez des barrières à l'entrée inverses, parce que c'est à l'entrée du marché à l'international qui sont mises par notre propre réglementation. C'est ce qui complexifie la chose. Mais bon, oui, pour répondre tout simplement, ils sont plus ou moins fixes. Donc, OK. Si nous parlons de pricing, alors s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Là, vous allez découvrir les plaisirs du Trarbrisch de Karim Bourg. Alors, je vais prendre l'exemple de Nodges pour faire ça. Nodges, hier, elle avait dans le coaching, à un moment donné, j'étais avec elle et elle était avec Amira et j'entendais. Et à un moment donné, Amira elle avait posé la question sur la marge et Nodges avait dit j'ai une bonne marge. Mais elle a dit Amira, mais combien? Elle a dit mais non, elle est bonne. Mais du coup, ça voudrait dire que tu ne maîtrises pas. Et après, j'ai entendu la discussion où ça parlait de les capacités de production, etc. Okay. Donc, comment on fait notre pricing? Aujourd'hui, pour faire un pricing concurrentiel, il faut prendre des risques.
Et c'est pour ça qu'en fait, on fait des calculs pour nous permettre de savoir quels sont les risques que nous allons prendre et quels sont les levées de fonds nécessaires pour que nous puissions supporter les risques que nous allons engager. Alors, je vais faire l'exercice sur le cas de Node.js et je pense que si vous arrivez à vous projeter tous, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne pour vous aussi. Ah, Node.js fabrique des poupillettes. Les tapoupites. Voilà. Node.js fabrique les tapoupites et les tapoupites sont issues pour l'instant, de recyclage de tissu. Et c'est fait à la main. C'est du handmade. OK. Donc, les premières questions qui vont commencer à apparaître, c'est de dire, OK, moi, je veux vendre quelque chose à des gens à un certain prix. Hier, j'ai fait l'exercice exprès sur le groupe WhatsApp, quand j'ai vu que vous étiez en train d'échanger, de poser 2 questions à Yamina, quand elle a commencé à parler. J'ai dit, OK, quel est le prix où tu penses que la qualité de la poupée est dégueulasse? Moins. C'est quoi le prix? Et après, la deuxième question, je lui ai dit, quel est le prix qui est, à ton avis, un indicateur que tu es en train de te faire arnaquer? C'est très cher. Hein? C'est trop cher. C'est excessivement cher. Et je crois qu'elle avait dit la qualité pas bonne, c'est 1000 dinars, je crois. Et elle avait dit trop cher, c'est 2500. Et ce qui est intéressant, si vous allez voir dans la discussion, vous allez remarquer que le prix qu'elle a dit, quand je lui ai dit au tout début, ce qu'on appelle en marketing, c'est une sorte de top of mind du prix dans sa tête, quoi. Instinctivement, elle m'a dit 2000 dinars. Ce qui est intéressant, vous voyez bien que les 2000, ils sont entre les 2500 et les 1000, ce qui est logique. Donc, elle a eu un positionnement logique. En fait, cet exercice nous permet de découvrir ce qu'on appelle le fameux prix, ce que te disait hier Amira, psychologique. Alors, beaucoup font l'erreur de dire le prix psychologique, c'est demander aux gens et les gens vont me donner un prix psychologique. Non, ça, ce n'est pas le prix psychologique parce que même les gens, ils doivent réfléchir pour pouvoir fixer le prix psychologique. Et eux, leur réflexion, elle se fait sur, comme je vous ai dit, bad quality and they are tricking me. Je me fais arnaquer. Donc, les gens, c'est à partir où c'est très cher et à partir à quel moment où c'est de la mauvaise qualité, ils vont se positionner au milieu. Et bien, quand on veut connaître le prix psychologique, on pose la question à beaucoup de gens. Donc, comme je vous ai dit, idéalement, c'est 6, 7 pour avoir personne en face-to-face pour avoir approximativement 95% de fiabilité pour 5% d'erreur. Et là, on peut atteindre un peu plus. Donc, du coup, vous allez poser la question à 667 personnes, 700 personnes à peu près. Et toutes, vous allez leur dire, voilà, je te montre cette poupée, tu la vois, cette poupée, à partir de quel prix tu dis c'est une arnaque et à partir de quel prix tu dis, ah ouais, ça doit être fait avec des produits demandés pour la santé. Et vous allez poser la question à chaque personne et chaque personne va vous donner une valeur. Et en fait, vous allez sommer les valeurs bad et vous allez sommer les valeurs high price. Okay. Et en fait, ça va dessiner deux courbes un peu dans ce style. Ça, c'est les high, par exemple, et ça, c'est les bad. Et là, à cette intersection, ça, c'est le prix psychologique. Voilà comment on trouve le prix psychologique. OK, une fois qu'on a posé le prix psychologique,
psychologique, on le connaît, il est là. Imaginons l'état poupite dans notre étude, le prix psychologique, il est à 1500 dinars. Ok, good. Après, en Algérie, beaucoup de gens ont le réflexe de se comparer directement au marché. Donc, ils vont aller voir le marché des poupées. Alors, c'est exactement ce que vous avez fait dans la discussion d'hier. Sur le marché des poupées, j'ai vu, et vous avez segmenté, il y a des poupées à 4000 dinars à peu près. J'ai vu qu'il y avait des poupées à peu près à 2000 dinars à peu près. Et vous avez des poupées dans l'ordre de 3000 dinars. Et du coup, vous étiez en train de raisonner comment aligner ça à ça. Mais si le prix psychologique est là, déjà à partir de là, vous voyez bien qu'on a déjà un problème. Hein, si le prix psychologique est de 1500 dinars. Donc à ce moment-là, on va dire comment on fait. Comment on fait. Alors, il est très intéressant et très important de connaître le prix moyen du marché. Imaginons le prix moyen, si c'est 4000 plus 3000 plus 2000. Ça me fait combien ça? Ça me fait 9000. Divisé par 3, ça me fait en moyenne, le prix moyen, c'est 3000 dinars. On est d'accord? Ok. Moi, les gens, quand je leur ai parlé, ils m'ont donné un prix psycho de 1500. Ok. Si je veux vendre, il faut que je mette à 1500. On est d'accord. Maintenant, l'idée, c'est de dire comment moi, je peux savoir où je suis en train de me positionner. Mais je sais parce que vous m'avez 1500, qu'on a 1500. Et c'est là où vous devez faire tous vos calculs pour savoir où vous en êtes. Alors, toute l'histoire commence par des capacités de production. Alors, vous pouvez le prendre par plusieurs chemins, la façon de calculer vos prix, mais moi, ce que je vous conseille, commencez par vos capacités de production. Donc, vous allez dire, moi, je veux produire chaque mois, chaque semaine, idéalement. Ça dépend maintenant les produits, les machins, mais chaque mois, chaque semaine, je veux produire ou vendre. Hein? OK, produire ou vendre. X unités de mon produit ou de mon service. OK. Donc, si je dis je veux produire ou vendre, forcément, même le mot produire, ça sous-entend des capacités de production. Qui dit capacité de production, pour faire simple, j'ai des RH, j'ai du matériel, j'ai du matériau et j'ai des prestataires. OK. Donc, mon prix, à un moment donné, va être fait d'un fameux prix de revient fois un certain coefficient. Alors, je vais l'écrire, c'est mieux. Je vais mettre le à gauche. Un certain coef de vente. Ce coef de vente est fonction de la marge. OK. Donc, j'espère que vous prenez des notes parce que je ne vais pas vous envoyer des choses. Ce coef de vente est égal à une fonction de la marge et il est égal en fait tout simplement à 1 sur 1 moins la marge en pourcentage. Donc, faites très attention. Quand vous dites je veux prendre une marge de 30% et que vous mettez 30% ici, si vous faites le calcul, ça ne donne pas 1,30, ça c'est faux, ça donne 1,40. Donc faites très attention parce que si en disant je fais une marge de 30% et que j'ai un coefficient de vente, je vais l'appeler K de 1,42, quand je fais prix de vente égale prix de revient fois K, c'est prix de revient fois 1,42 et pas 1,30. Hein. Parce que si vous avez fait 1,30, vous venez de perdre 12% dans la logique TAC.
et vous allez perdre de l'argent. Donc, faites très attention à cette logique. OK, ça. Donc, tout le monde d'autres de moi, par exemple, aujourd'hui, je suis capable de faire par semaine 10 poupillettes. 10 poupées. OK. Au début, si je travaille 6 jours par semaine pour faire 10 poupées, j'ai un jour de repos. Donc, on va dire, allez, pour faire des chiffres simples, sinon on va s'en mêler. Moi, je suis Nodjus. J'ai des cheveux déjà. Je fais des poupillettes. Et je suis capable de faire par jour 5. Et je travaille 6 jours par semaine. Donc, je suis capable d'en faire 30 par semaine. OK. Soit, si moi, je travaille non-stop tout le mois et je prends juste une journée de pause. Donc, rappelez-vous, une année, c'est 52 semaines. Hein? Soit divisé par 12, ça me donne 4,33 semaines par mois. OK. Donc, je suis capable de produire par mois 30 fois 4,33. Alors, si prenons nos calculatrices, parce que là, ça devient sérieux, quelle heure il est? OK. Je fais 30 fois 4,33. Je suis capable, approximativement, moi, de produire par mois. Je suis capable de produire 130 unités. OK. Alors, après, l'objectif, ça va dire, moi, je veux avoir une logique startup. Il faut que j'augmente maintenant ma production pour avoir le fameux exponentiel. OK. Dans cette logique startup, le fameux exponentiel, regardez, hein, elle a fait 130 unités en 4 semaines. OK. Donc, je suis pour arrondir 4,33, hein, si vous voulez. Mais je vais me positionner à la semaine 5. J'ai 130 pertes. Semaine. Je vais écrire en anglais, comme ça vous allez comprendre, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Week 5. OK. Dans le week 5, j'ai 130 unités. Et l'idée, c'est que au week 6, il faut que ça augmente de 7%. Et le week 7, il faut que ça augmente encore de 7%. What does it mean? C'est-à-dire que je vais avoir 130 fois 1,07 et après je vais avoir 130 fois 1,07 au carré. Après je vais avoir 130 fois 1,07 au cube au réel pour chaque semaine. Et en fait c'est comme ça que ça se calcule l'évolution d'un compte. Et vous allez faire cet exercice sur 12 mois. Une fois que vous allez faire cet exercice sur 12 mois, vous allez avoir le nombre total de poupillettes qui doivent être fabriquées sur l'année. Vous voyez? C'est le nombre annuel de poupillettes. Une fois que vous avez le nombre annuel de poupillettes, vous pouvez avoir maintenant sur 3 ans aussi. La même logique. Une fois que vous avez fait ça, vous connaissez semaine par semaine le nombre de poupillettes que vous allez fabriquer et qui seront prêtes à la vente. Et là, vous avez 52 semaines. Et là, vous avez 52 semaines. Et là, vous avez 52 semaines. Donc là, je suis à semaine 52. Là, je suis à semaine 104. Et là, je suis à semaine 156. OK? Et je suis capable de te dire chaque semaine combien je vais en produire. OK? Maintenant, je sais que moi, je ne peux en faire que 130 wahdés par mois. C'est-à-dire que je suis capable maintenant de dire à quel moment je dois recruter. Je suis capable de dire à quel moment je dois louer un espace. Je suis capable maintenant de dire chaque semaine combien je consomme en boutons, en tissu. Je suis capable de calculer toutes
les charges que j'ai. N'oubliez pas, bien évidemment, dans cette logique de charge, vous avez ce qu'on appelle des charges directes et des charges, des charges indirectes et des charges directes. Alors, vous avez la logique de fixe, variable, on s'en fout, rentrez pas trop dans les détails, mais vous avez du direct, de l'indirect, du direct qui rentre dans la production de la poupilla, et de l'indirect, c'est celui qui rentre pas. Et à partir de là, vous êtes capable de tout calculer en termes de nombre. Mais je sais pas, nombre. لازم لي طون دو بابي، لازم لي طون تيزو، لازم لي طون بوطون، لازم لي بارسومان، لازم لي عباد، زوج عباد، ثلاث عباد، شاك بلاد لازم له ماشينه، وبعد لازم لي طابلات، لي زورديناتور. À chaque moment, tu vois où tu es. Une fois que vous faites cet exercice des semaines et tout ça, vous allez avoir en fait le forecast, ce qu'on appelle le forecast de vos dépenses, de votre cost. OK. Et au final, si j'ai le forecast de mes dépenses, imaginez, on le fait sur 3 ans. OK. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde mettre les dépenses TBRI sur 3 ans. Imagine. Les dépenses de notre sur 3 ans, ils vont s'élever à 17 650 dinars. Donc 17 650 dinars pour 3 ans. OK. Ça, c'est les dépenses totales sur les 3 ans, y compris les salaires, l'électricité, le machin, le tissu, le transport, etc. OK. Right. Maintenant que j'ai ce chiffre, n'oubliez pas, j'ai fait aussi le forecast de la production. J'ai fait le forecast. De la prod. Et je peux te dire maintenant, au bout de 3 ans, combien de poupées j'ai produit et qui sont disponibles à la vente. Imaginons, elle a fait, puisqu'on avait dit, elle fait 130, sur 10 mois, elle fait 1300, sur 3 ans, elle fait, allez, 10 ans, elle a fait sur 3 ans, 10 000, avec l'effet exponentiel. OK, 10 000 unités. Donc, au final, ce que je suis capable de faire maintenant, c'est de calculer le prix de revient. Alors, ce n'est pas super juste, mais on n'est pas très mauvais, du prix de revient total qui fait, en fait, je prends les 17 650 dinars divisé par les 10 000 unités. Donc, si je prends une autre couleur, je ne comprends pas. Donc, j'ai 4, 0, 1, 2, 3, 4. C'est comme si le prix de revient il est égal à 1760 dinars l'unité. Vous voyez? Et c'est là maintenant que je décide. Rappelez-vous, le prix de revient égal 1760 dinars. Qui dit l'étude d'y aller, prix psycho, 1500. Et la concurrence, on a prix marché. Market, les 3000 dinars, moyen. Donc regardez, ça c'est mon prix de revient. Maintenant je me mets une marge de 30%, ça me donne un coefficient de vente 1,42. J'ai mon prix de vente égal à 1,42 fois 1760 dinars. Si je le calcule avec ma petite calculatrice, j'ai 1760 dinars fois 1,42, ça me donne 2499,2 dinars. Avec le prix terre qui est marge de 30%. À coup de chauffe, راني رخيص على حبيبنا تاع الماركت 3000 dinars, mais راني غالي على البري بسيكولوجيك. Donc maintenant, j'ai deux solutions. Dans une logique de 4C, est-ce que j'essaie de réduire mes coûts, ma marge pour me rapprocher de ça? Est-ce que je suis dans une logique de marketing agressif où je me dis non, moi je vais m'introduire sur le marché
en me rapprochant le plus des 3000 dinars. Donc, c'est-à-dire quoi? Moi, je vais Roma 3000, أنا نقدر نبيع 2499, أنا كي نجي نبيع 2900 ونشوفوا شي صار. ما يتباعوش بزاف بيع 2800 ونشوفوا شي صار. ما يتباعوش بزاف 2700 ونشوفوا شي صار. كون à partir de 2600 نبدا نبيع بزاف, je vais rester le plus longtemps possible à 2600 jusqu'à ce que mon concurrent réagisse. Peut-être lui va commencer à descendre à 2600 qui m'en هو كي يهبط 2600 انا نزيد نهبط à 2550. هو يزيد يهبط انا نزيد نهبط à 2500. انا على بالي بلي حتى ل 2499 مازال نربح 30% sans toucher à ma marge. كون هو يحب يزيد يهبط انا دوكا نبدا نفس لا مارج ديالي. Mais n'oubliez pas, pendant un bon moment, j'ai vendu à 2600. Donc pendant un bon moment, j'ai gagné 100 dinars de plus sur le prix attendu. Donc du coup, pendant un bon moment, j'ai fait des économies. Et ces économies me permettent de, par exemple, améliorer ma production, développer ma concurrence, développer mes partenariats, développer ma communication, faire beaucoup de choses qui me permettraient, à un moment donné, quand mes concurrents vont réagir, de pouvoir encore réduire mes prix. Voilà, grosso modo, une technique très rapide et un peu complexe, je sais, parce que c'est trop rapide, mais c'est rien de complexe, c'est très basic, de comment fixer votre prix sur le marché en utilisant le use case de Nudges. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? 30 minutes. Est-ce qu'il y a des questions là? Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas sur le live. Je vais voir sur le WhatsApp. Non, il n'y a pas de questions. Tout le monde est mort. C'est fini. Ça y est, on commence à les perdre. Ça y est, ils sont fatigués. Et pourtant, on apprend l'argent, c'est le plus important. All right. Bon, sur ce, moi j'ai terminé. Je vous dis encore une fois merci pour votre présence à tous les participants. J'espère que quand même vous avez Alors, je reprends rapidement parce qu'on a perdu Karim. Massa al-khair alaykoum l'équipe, je reprends parce que Karim, on l'a perdu à cause d'une coupure Internet. J'espère que ce live a été bénéfique pour vous, que c'est tout. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Je t'attends les questions sur le groupe WhatsApp parce que là, on arrive à la fin de ce workshop. Merci encore d'être resté. Je vous dis à très bientôt avec les sessions one-to-one qui continuent aujourd'hui. Encore une fois, vos questions sont présentes partagez-les sur le WhatsApp. Alors, je rappelle juste le dernier délai pour les pitch deck Tawakom, c'est demain à minuit. Donc, les mazamab de de quoi je parle, allez-y voir le drive. تاعكم اللي فيه la focus map, فيه la pitch deck تاعكم, l'executive summary. Donc pitch deck تاعكم, c'est pour demain à minuit, donc faut bosser dessus. Et je rappelle que vous avez bien sûr le workshop pitch avec Daniel le jeudi inchallah après-midi. Voilà. Sur ce, je vous dis vendredi, merci. Sur ce, donc vendredi après-midi, vous aurez le workshop fully in English avec Daniel. En attendant de préparer
le pitch deck تاعكم. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao. We are the next society.